Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui enregistre sa deuxième émission en premier. Bonjour à tous, nous vous souhaitons pour la deuxième fois une bonne année, même si pour nous c'est la première, car les aléas de l'enregistrement, du direct, de toutes les choses étranges de la vie, de l'univers, du reste et 42 font que cette émission est la première que nous enregistrons de l'année, même si vous l'entendrez en deuxième. Pour cela, je suis accompagné de mon acolyte de toujours, de mon acolyte de cœur. Nous avons décidé de reformer une petite équipe soudée, serrée aux côtés de la bienveillance de la nouvelle année. Je dis bonjour à Thio. Bonjour Thio. Hello. Et oui, car nous sommes débarrassés de Tizak, qui a pris son téléphone portable et est allé s'enfermer dans ses toilettes. Il y est caché depuis de nombreux mois. Je crois qu'il a découvert un jeu qui se nomme Terra Battle et dont peut-être il nous fera l'honneur de nous parler un jour en hors-sujet. En attendant, nous avons un chouette programme que je n'ai pas devant les yeux et que je vais donc tâcher d'essayer de retrouver de tête. Et donc, dans le désordre, nous parlerons de Poignée d'amour de Willem. Willem qui est connu pour avoir été le président du festival d'Angoulême il y a 2 ans, non l'an dernier justement, parce que je sais plus, mais ça avait posé des problèmes. Nous allons parler de Happy Parents, de Zep. Nous allons parler du dernier de Cap et de Croc. Nous allons parler d'un livre au nom qui est super dur à retenir de tête, d'Olivier K. C'est le petit théâtre. Vas-y, tu l'as sous les yeux, toi. Non, mais c'est pas, c'est non. Alexandre K, pas Olivier. Les Nuées Rouges du Théâtre d'Épouvante. Voilà. Et enfin, nous allons parler aussi de Redskin et notre carte blanche. Notre splash page sera consacrée à Petite coupure à Shioguni. On va encore parler de ce flanche, avouez, et dire qu'on connaissait pas ce mec-là il y a 1 an. Exactement. La carte blanche sera totalement hasardeuse, car comme à l'accoutumée, elle n'est pas encore enregistrée. Ce sera peut-être encore Matt Manga, mais peut-être pas. Oui, nous sommes dans le mystère, dans le doute, nous sommes dans le One A Club, et c'est pour cela que, je pense, nous allons pouvoir tout de suite entamer nos chroniques. Online. Et nos premières chroniques sont consacrées au online, car nous avons changé l'ordre avant les vacances. Oui. Et ce online, nous allons parler de Frites Coca, à l'adresse fritescoca.blogspot.com, au pluriel pour frites, au singulier pour coca. Alors Frites Coca, c'est des gags dans l'univers du fast-food. Nous allons suivre une jeune fille qui est équipière dans un fast-food. Estelle. Voilà. C'est dessiné par Clémence et scénarisé par Dave, ou l'inverse, ou un mélange des deux. Je ne sais pas qui fait quoi exactement dans le lot, car ce n'est que pas vraiment crédité, en fin de compte. Et c'est plutôt sympathique, un dessin très cartoony école américaine, je dirais. Très coloré, avec plein de petites références sympathiques qui parleront sans doute beaucoup aux personnes ayant travaillé dans un fast-food. Thio ? Malheureusement, je crois que je peux dire qu'il y a énormément de vécu en fait dans la lecture de Frites Coca. Si vous avez travaillé dans les différentes enseignes de fast-food, vous vous y retrouvez à peu près totalement. Vous retrouvez l'ambiance, les clients aussi, et toutes les conneries que peuvent sortir les clients. Alors, un petit regret, il y avait un blog qui a parlé de ce, apparemment c'est une amie à elle, qui fait la Clémence qui fait le blog, c'est une amie d'une autre blogueuse dont j'ai oublié le nom, mais qui faisait un truc qui parlait d'histoire de cul, et je pense qu'elle pourrait faire un crossover pour parler de ce qui se passe réellement dans les coulisses des fast-food. Elle pourrait faire les histoires de cul dans les fast-food, parce que là, ça c'est un truc, c'est voilà. C'est gras. J'aurais plutôt dit que ça faisait penser à un sop, mais ouais, on peut dire que c'est gras, ouais, c'est grave. Donc voilà, fritescoca.blogspot.com. L'autre blog va encore parler à Thio, même si maintenant il s'est un peu éloigné de ces années-là. C'est Une année au lycée par Fabrice R, qui est hébergé sur la plateforme du Monde, où Fabrice R nous raconte avec joie et bonheur les joies d'être prof, je crois qu'il est prof d'histoire géo au lycée. Et tout le monde sait que les profs d'histoire géo au lycée. Je me souviens de ces 3 heures d'histoire géo le vendredi après-midi alors que j'étais en S.
Je me souviens de ces parties de belote et de Magic endiablées que cela avait entraîné et de toute l'histoire que j'ai apprise et que je rattrape depuis avec Temporium. Donc, Mais c'était non, c'est bien être prof d'histoire géo, surtout pour les filières sciences. ouais. Donc on retrouve là un style beaucoup plus gros nez, beaucoup plus classique à l'européenne. Des gags plutôt courts, rarement de longues aventures, de longues histoires, mais quand même pas mal d'humour, à savoir si on doit dire d'un personnage historique s'il est swag ou s'il est bolos, tu vois, c'est important à savoir. Donc plein de questions de vocabulaire de ce prof qui est confronté à cette jeunesse qu'il ne comprend pas, qui est confronté à cette histoire qu'elle ne comprend pas. Bref, c'est super drôle, c'est bien foutu et ça rappellera des années pas forcément facile à de nombreuses personnes et ça rappellera leur quotidien pas forcément facile à de nombreux enseignants. Et puis en plus, il a, je trouve vraiment la bonne dégaine du bon vieux prof d'histoire. À la façon dont il se représente, j'espère vraiment que c'est très exagéré mais ouais, c'est assez violent, je trouve. Thio, tu allais dire quelque chose? Je sens que le jingle J'étais en train de dire, je pense qu'il y a la dernière copie de 2014 qu'il a corrigée. Et son notation, c'est ensemble satisfaisant, mais le style est un peu daté, très 2014. En fait, des progrès sont attendus sur ce point. Oui. Voilà. C'est joli. Ouais, mais je pense que du coup, c'est vraiment incompréhensible pour les élèves, ça. Oui. Il doit s'éclater aussi, je pense, en tant que prof, à dire des conneries. La première BD dont nous allons vous parler, selon le chauffeur, comme le dirait Thio, c'est... On peut pas parce qu'elle est en bas de la pile. Elle est en bas de la pile, c'est donc Redskin. Yes. Redskin de Xavier Dorison. On va dire Dorison, là on peut le dire. Et Terry Dodson. Ouais, avec une couverture qui... n'est pas racoleuse du tout. Alors moi non, je trouvais que justement elle avait était un petit peu trop communiste à mon goût, tu vois. C'est surtout le penchant politique qui m'a dérangé. Toi, c'est autre chose que tu as regardé donc? Ouais, c'est quoi qui trouvait racoleur? Je vois pas. Le regard du personnage principal. Les yeux bleus, la brune aux yeux bleus. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, et ses reflets. Attends, regarde. Là, en fait, là, c'était bon. Regarde. Pourquoi tu as ta main sur son cul? Ah oui, voilà. Et là, je lève la main et voilà. De suite. Ah oui. Oui, elle a tatoué Glénat sur le cul. Par contre, je trouve ça un peu bizarre. Ça, c'est très racoleur, par contre. Ça, c'est très racoleur. Bon, bref, une bande dessinée de Terry Dodson et Xavier Dorison, deux auteurs que nous apprécions fortement. Terry Dodson, effectivement, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup pour les plastiques féminines qu'il représente à la perfection et qui sont ancrées en général par son épouse, qui fait des ancrages d'une beauté magnifique. Je sais pas si ça doit être elle encore. Oui, c'est Rachel. Oui. Xavier Dorison pour à peu près beaucoup de choses très diverses et très variées dans des genres très divers et variés, et qui là nous part dans un truc vraiment à l'américaine, bourré d'action. C'est du comics, même si on sent que ça a été quand même travaillé pour l'européen, vu que en termes de mise en page, c'est assez dense. C'est fait pour du grand format. Terry Dodson, bon bah on reviendra sur ses dessins plus tard, mais qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui Redskin. est la Redskin. Alors c'est une sorte de figure tutélaire du bolchevisme. C'est la super héroïne communiste, voilà. Voilà, enfin en gros. Hein. Et en gros, elle se retrouve envoyée en mission aux États-Unis, où elle doit se faire passer pour une vraie super héroïne, pour essayer d'y inculquer les vraies idées du communisme, les vraies valeurs du communisme. Une arme de propagande, quoi. Quelle arme? Quelle arme. Bon, alors tout de suite, la couverture est racoleuse, le contenu est racoleur mais fun. Je trouve que la couverture est trop racoleuse par rapport au sujet, d'ailleurs. Donc en gros, hein, on a la fille avec les postures trois quarts d'eau... à poil, avec juste le marteau et la faucille. Voilà. Dans la BD, elle passe son temps elle a une sexualité très ouverte. Oui. Ouais. Ça se passe dans les années 70-80, les années 80 ça se passe, je pense. Et puis elle est aussi dans une industrie un petit peu légère. Oui, parce qu'elle se retrouve à bosser dans le porno aux États-Unis. Dans les années 70. Dans les années 70. Ouh, ça doit être open. Bref, c'est léger, c'est frais, c'est rigolo, il y a de l'action, ça pète dans tous les sens, surtout qu'elle doit lutter contre une sorte de super-héros qui... on va dire le super amiche, quoi. Hein, parce que c'est super amiche violent. Qui bute, alors, mais il bute, il dégomme. Oh là là, mon Dieu, elle a fait un bisou avant le mariage. Bon, bon. Oh là là, non, c'est pas baume, c'est plutôt qu'il les découpe en rondelles ou il les suspend des crochets aussi. Enfin, un truc bien... Voilà. Et donc, elle doit commencer à lutter dedans. Bien sûr, elle a un tailleur qui lui fait son costume de super-héroïne qui est pervers, qui lui fait un truc, une taille trop petite. Voilà. Ouais, mais parce que t'es plus à l'aise quand c'est près du corps. Ouais.
Sinon, du coup, tu es gêné dans tes mouvements. Bon, c'est racoleur, mais c'est beau et c'est bien fait. Parce que le style graphique de Terry Dodson. Ouais. Thio, vas-y, je te laisse. Non, franchement, ouais, graphiquement, c'est vraiment splendide. Ça fait comics, mais en grand format. Terry Dodson est un auteur qui a donc travaillé beaucoup pour la BD américaine. Il a travaillé sur du X-Men, il a travaillé sur du Spider-Man, il a travaillé sur à peu près tous les grands noms qui sont dans la BD américaine. C'est un artiste qui avait déjà un regard de par la France avec la BD Songe qui avait dessiné. Je crois que c'était déjà d'Horizon au scénario, qui était déjà très très joli. C'est un autre. Il avait pas travaillé avec les Humanos aussi. C'est possible, ouais. Je ne sais plus. Enfin bon, c'est un mec qui a un style, les Imano ont beaucoup boxé avec les États-Unis directement, donc qui a un style graphique moi que j'adore, qui est beau. Il fait des femmes superbes. C'est effectivement un peu racoleur, mais ces hommes sont bien dessinés aussi et sont plutôt pas mal aussi. Après, je ne suis pas un spécialiste. Après, scénaristiquement, quand tu la vois aussi, qui essaie de découvrir son rôle de femme à tout faire, on va dire, pour le gars pour qui elle bosse, c'est-à-dire qu'elle va être la cuisinière, la femme de ménage, la blanchisseuse, enfin, et bon, grosso modo, voilà, c'est clair que elle, c'est une arme de destruction massive, mais elle a pas encore découvert comment se faisait cuire un œuf, quoi. Oui, il y a un côté humoristique très très poussé dans la BD aussi. Et qui passe très bien. Oui, voilà. Moi, c'est une BD qui m'a beaucoup plu. C'est très divertissant. J'en ferai pas. Après, ils sont tombés dans une sorte de piège, j'ai l'impression, Glénat. Bon, on va le dire, hein, c'est un service de presse. Moi, j'ai vu les noms et ça m'a donné envie de leur demander. Mais je verrai cette BD-là dans un magasin, je la trouverai tellement racoleuse que je l'achèterai pas, en fait. Bon, après, je suis un peu bizarre. C'est-à-dire que quand il y a trop écrit dessus, achète, du cul, il y a du cul, vas-y, achète. Et ben, je me dis, ils m'auront pas. Je ne tomberai pas dans leur piège. Ouais, mais il y a des clients lambda, tu vois, que par exemple, je parlerai d'un certain docteur, tu vois, qui aurait pu, en fait, acheter. Tizak, oui, effectivement. Oui, celui qui nous a fait acheter minuscule. Minimum. Minimum, ouais. Enfin bon, on va pas revenir sur les... Voilà, donc, en ce qui concerne le dessin, le scénario, donc, Bah, je te dis, moi, j'ai trouvé ça humoristique, sympa, ça se lit facilement. C'est peut-être pas la BD de l'année, mais vraiment un bon moment divertissant, c'est clair. Si vous voulez passer un bon moment, vous avez un pote un peu libidineux, c'est l'occasion qui fait le larron. C'est pour qui? Ah ben, pour les fans de belles filles. Ouais. Et puis pour les fans de super-héros humoristiques. Bah, ceux qui ont bien aimé l'espèce de pseudo-héroïne qui devient une... The Pro. La Pro. Voilà. La Pro. Oh, c'est moins trash que la Pro. C'est moins trash que la Pro, mais... Il y a un peu de l'idée. Alors, nous avons profité avec joie et bonheur de l'opération SBAM qui a été lancée par de nombreux éditeurs. Donc, il y avait Cornelius, Ferraille et un autre dont j'ai oublié le nom, il me semble, qui en gros, plutôt que d'envoyer leurs bouquins en pilon, ont eu une très très bonne idée. C'est d'envoyer leurs invendus aux libraires en leur disant « Vous les vendez à tel prix, mais nous, on veut pas de retour, vous vous démerdez avec après. Ça nous coûtera moins cher que... En fait, ça nous coûte aussi cher de vous les envoyer que de les faire pilonner. Donc autant vous les envoyer, et si vous faites des sous avec, tant mieux. Et si en plus ça permet à vos clients de découvrir nos bandes dessinées et que ça leur donne envie d'aller plus loin, autant en profiter. Donc moi j'ai craqué pour 5 bouquins, donc on va vous parler, je pense, dans les mois à venir, hein, parce qu'on essaie d'étaler un petit peu tout ça. Ça va être une sorte de feuilleton. Et le premier en question sur lequel je me suis penché, c'est un bouquin de Willem. Alors pourquoi? Parce que le monsieur avait été un président controversé du festival d'Angoulême, controversé parce que c'était l'époque où au niveau de les gens avaient voté Toriyama, quoi, et c'est lui qui retrouve le prix. Enfin, ça avait été assez n'importe quoi au niveau de l'organisation. Il s'était retrouvé avec un prix qu'il mérite d'un point de vue historique et d'un point de vue de son travail, même si c'est quelqu'un qui n'a plus que très très peu de production dans la BD et qui donc est quasiment inconnu pour la plupart des gens. Moi je connaissais vaguement de nom et c'est tout, il fait du dessin de presse maintenant. Et donc là c'est une de ses premières BD chez Cornelius, Une poignée d'amour. Mais de quoi que ça nous parle, Thio? Eh bien, je l'ai lu, je suis bien embêté d'en faire un pitch. C'est des gags, déjà je commence par dire c'est des sortes, c'est assez mauvais. C'est des gags.
en 2-3 pages, en une planche parfois, avec un humour noir, un humour gras. C'est toujours autour du cul. Hein. C'est toujours, ouais, pas toujours, parce que des fois c'est autour de la mort aussi, mais il y a toujours un rapport avec le cul quand même, oui. Mais voilà, ça te va comme pitch? Oui. Et donc on va suivre là différents personnages des fois pendant quelques pages, puis ensuite ils disparaîtront pour en avoir d'autres sur tout ça quoi. Donc c'est du noir et blanc, c'est un style graphique assez. Il y a un petit côté topor dans l'idée, ce côté un peu rêve, tu vois, je dirais, ce sort de mélange de dessins simples qui se mélangent les uns aux autres, mais en plus gras, un côté Magritte gras, tu vois, un peu dans l'idée. Et puis surtout, bah, il y a un côté trash, quoi. C'est super trash. Et j'ai eu du mal, moi, à en rire parce que c'était super trash. Je savais pas où est-ce que c'était drôle, ou est-ce que c'était dérangeant, où était la limite entre les deux. Ouais, là tu vois, j'en relis, du coup il y en a qui me reviennent un peu en tête, mais c'est le fight par exemple, la lune de miel là à la fin avec les zombies, c'est un peu à la what the fuck que comment que tu peux ouais, mais comment que tu peux avoir une idée de scénar comme ça quoi? Bah, faut être dérangé, tu crois? Oui, et puis il y a des trucs, les gens qui s'embrassent, qui commencent à se dévorer l'un l'autre. Non, je crois qu'on va faire une chronique courte. Je sais pas pourquoi une sorte. C'est très particulier, voilà. C'est très particulier. Je dirais que c'est peut-être. Ça ressemblerait à du Villemain, mais en plus gras. Wow. Et là, tu te dis oui, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Je trouve que c'est Villemain. Déjà, je trouve que c'est gras quand même. Et ben là, c'est encore plus. C'est gras et trash. Oui, parce que Villemain, c'est gras et pas trash, dans le sens... Enfin, il y a moins de rapport à la mort dans Villemain. C'est du cul et du caca. Ouais. Villemain. Là, il y a du cul, mais aussi du sang, de la chair, du Cronenberg. Ah, ouais. Ouais, il y a un peu du Cronenberg dans ces chairs qui se mélangent, un peu à l'existence. Ouais, un peu... avec la langue... bretelle qui te lèche le cul, enfin bon, un truc, voilà, bon, voilà. Non, c'est ça, ouais. Et c'est pour qui? C'est vraiment pas pour tout le monde, hein. Voilà, moi je va rester là-dessus. C'est vraiment pas pour tout le monde, c'est public averti quand même, hein. On va se dire ça. Oui, il faut bien avertir le public. D'ailleurs, c'est même pas écrit dessus. Mais en tout cas, bah voilà. Enfin, voilà, j'ai découvert Willem. Je sais pas si c'était le meilleur bouquin pour le découvrir. Mais c'est vrai que c'est un livre assez étonnant et qui m'a pas coûté grand chose, donc je ne regrette vraiment pas mon achat. Mais par contre, je reviens sur l'idée qu'ont eu les éditeurs. Ça, c'est quand même, c'est très intéressant pour les lecteurs, mais je trouve que que ça signe. J'aimerais bien savoir en fait combien de milliers de livres passent au pilon chaque année, quoi. C'est assez effrayant, je crois. Et puis en plus, ça coûte cher à l'éditeur. Ah oui. C'est comme ça lui coûte moins cher que de les stocker. Voilà, sauf qu'une petite structure comme, donc là c'est chez Cornelius, n'a pas forcément les moyens du pilon, du stockage, etc. Quitte à ce que ça leur coûte de l'argent, je comprends qu'ils préfèrent envoyer les bouquins oui. Et faire ce genre d'opération qui est, je trouve, très intelligente. Surtout que il y a eu quelques trucs. Alors ça reste de la BD très d'auteur, hein, ces éditeurs-là, mais il y a des trucs sympas dont on reparlera sans doute plus tard. J'ai toujours pas le conducteur devant les yeux. Walking Dead, tome 21. Nous ne l'avons pas mis en express pour une raison fort simple. Nous arrivons à la fin d'un cycle et je pense qu'il est temps de faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé dans ces derniers tomes. Alors en fait là je vais meubler pendant que je vais chercher la BD pour que je te retrouve la mettre dans les mains. C'est ça. Alors, nous allons parler de ce cycle-là qui nous parle de la guerre de Negan, entre guillemets. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Je sais pas si elle a un autre nom à parler. Je te laisse faire un petit résumé de qu'est-ce que la guerre de Negan. J'allais meubler déjà avant en disant que je sais pas si vous avez déjà lu du Gaston Lagaffe. C'est en fait quand Gaston s'occupe justement de la salle des archives et que la Prune, je crois, ou Prunelle, en fait part, enfin tu le vois, il s'équipe, il met la combi, le casque, il prend des vivres pour quelques jours et il dit voilà, je pars chercher un document dans les archives, si vous me revoyez pas d'ici 2 jours, c'est que j'ai été perdu, envoyez les secours. C'était un peu le regard de Pierrick par rapport au tas de bouquins qui inondent en fait sa bibliothèque. Enfin, le canapé de la bibliothèque. Oui, il y en a la moitié à toi quand même, hein, dans l'inondation là. C'est pas faux, ouais.
Donc du coup le pitch, nous en étions à les Rick et ses potes ont tenté la révolte. Reprends peut-être le début d'expliquer les origines de la guerre de Negan et on reviendra après sur ce tome particulier. C'est vraiment essayer de faire un point. Ok, alors donc Rick et ses potes vivent tranquilles dans un petit bled chauffé à l'énergie solaire avec de l'eau chaude, l'électricité. Franchement, ils sont à la washta cool quoi. Voilà. Ils commencent à essayer de s'ouvrir à l'extérieur. Ils essayent de s'ouvrir à l'extérieur et malheureusement, ils vont trouver, je sais plus comment il s'appelle. C'est la maison sur la montagne ou la colline. La colline. Oui, la colline. Donc ils vont trouver la colline et puis la colline, les mecs sont cool quoi. Ils ont à bouffer, ils se proposent de faire des échanges, mais là on leur dit ouais mais attendez, nous on est déjà en deal avec un mec qui s'appelle Negan. Et le Negan, il faut qu'on lui file la moitié de ce qu'on produit, sinon il nous casse la bouche. Il baise nos femmes et il encule nos chiens. Voilà. Et donc là, et il a un rire gras en le faisant. Ouais, et il a aussi une batte de baseball hérissée de piquant. Donc bon là ils se sont dit ouais ça va pas être cool. Donc Rick forcément se dit bah dans ce cas-là moi je vais lui casser la bouche. On va pas se laisser faire par un petit con. C'est ça. Ce sera pas le premier. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Moi, je continue. Et là, Rick donc va essayer et malheureusement, un de nos personnages va disparaître. On peut le dire maintenant. C'est le petit gars à la casquette. Glenn. Le petit gars à la casquette qui justement va tâter de la batte de baseball et va se faire défoncer le crâne. Gratuitement. Et là pour une fois, Rick n'a encore rien dit. C'est même pas il a tenté de faire quelque chose, il le tue gratuitement. Pour dire voilà, c'est moi le boss. C'est pour dire écoute, c'est comme ça que ça se passe. Donc forcément là Rick fait oui devant et puis derrière il lui dit toi je te réserve un chien de ma chienne et tu vas voir que je vais me venger. Ce en quoi il va déjà faire plusieurs tentatives que Negan à chaque fois va contrecarrer en lui faisant une tape sur l'épaule et un petit rappel à l'ordre. Attention, c'est moi le chef. Si tu continues, tu vas quand même bouffer sévère. Non, mais c'est pire que ça. Il lui dit, tu sais, mec, je te tuerai pas. C'est ça, Negan. Negan, c'est, tu sais quoi? Je te tuerai pas. Mais à chaque fois que tu vas essayer de faire une connerie, je tuerai quelqu'un que t'aimes bien. Oui, mais en l'occurrence, à chaque fois, il a dit ça, mais il n'a tué personne. Oui, c'est vrai. De l'entourage. Ça, c'est le truc qui te... Voilà, c'est qu'à un moment, on a changé les règles. Mais ça, c'est pas grave. Et puis donc Rick va réussir à trouver des alliés avec un mec qui a un tigre de combat. Non, ce n'est pas Musclor. Ils vont trouver des alliés pour justement... Oui, un autre groupe qui donne aussi un tribut à Negan et qui veut se rebeller. Voilà, et ils vont aussi trouver un mec qui joue double jeu et qui veut se venger de Negan parce que Negan en fait est avec sa femme. Et en fait, il a pris la femme du gars dans son harem personnel. Ouais, il lui a un peu fracassé la tête aussi. Avec un fer à repasser. Oui, parce que c'est comme ça qu'il fait payer les gens. Et donc voilà, Rick réussit à faire une sorte de coalition. Ils vont essayer de tuer Negan. Et ça va partir en vraie guerre. Donc ils ont fait déjà un premier raid chez Negan qui n'a pas bien fonctionné. Negan a fait une représaille où il est venu en fait avec une, je sais plus comment elle s'appelle, qui fait une habitante une fille de l'équipe de Rick et il lui rend en fait, mais il l'a rendu zombie. Donc c'est gentil. C'est gentil, c'est sympa. Et là en fait, il lui balance des grenades plein la gueule et il fait péter des maisons et il fait brûler une partie du village solaire. On arrive au tome 21. Où là, c'est vraiment le début de la guerre, où Rick est en train d'organiser un plan pour attaquer. Negan a décidé qu'il allait peut-être être temps qu'il arrête d'être trop sympa et qui rase un peu tout ce petit monde, tout en gardant dans l'idée qu'il veut garder Rick vivant parce que il veut que Rick voit bien que Negan va raser tout ce petit monde. On sent aussi que Negan quand même a une petite affection pour le fils de Rick, parce que c'est un petit con comme Negan pouvait l'être, j'imagine. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Ouais. C'est le côté humain du personnage, c'est sa réaction au fils de Rick. Ouais. C'est... Toi, ça t'a choqué? Moi, je trouve que c'est ce qui rendait Negan un peu plus humain, entre guillemets. Et puis, là, on assiste vraiment à la guerre. Ils ont un plan. Dans le tome précédent, Rick a fait « Écoutez, on a un plan. Il est trop bon notre plan, mais comme là on a une occasion, on va en profiter. » Qui, bien entendu, foire. Et donc, ils se retrouvent à essayer, avec la dernière ultime recours de leur plan de la mort, à devoir s'en sortir. On va pas vous raconter comment se finit la guerre. Ouais, mais encore une fois, on a changé les règles. Mais on va vous raconter un peu ce qui nous a plu. Trop de discussions toujours. Ouais. Tu vois, il faudrait un côté un petit peu mal. Tu vois, mal dans Firefly. Quand Malcolm Reynolds, le héros de Firefly, la série. Quand le gars il lui dit, tu sais quoi, tu me laisses partir, c'est pas grave, je reviendrai et je te tuerai. Blanf. Il le fume.
tu te vengeras un jour, je te tue. Rien à faire. Voilà, c'est ça qu'il doit faire. Alors, Et effectivement. ils le font plus. Mais bon. Oui, le truc, c'est qu'il y a aussi le problème qu'il y a, entre guillemets, par rapport au premier Walking Dead, qui commence à s'organiser en société. Et que donc, ils sont obligés de commencer à mettre en place des règles, des lois, et à respecter ces règles qu'ils veulent imposer aux autres. Oui, mais sauf que tu dis pas qu'ils imposent une règle ou une loi. Il y a encore même pas, il y a même pas l'once d'un début de pseudo-société, quoi. Ouais, si, quand même pas mal, hein. Mais comparé- c'est féodal, quoi. Oui, oui, on est encore dans du féodal, mais ça reste... Et dans le féodal, la loi, c'est qui? La loi, c'est le roi, c'est tout. Et là, le roi, c'est Rick, donc il fait la loi qu'il a envie. Sauf que Rick, au fur et à mesure, il est en train de changer les lois qu'il édicte. Oui, il se pose pas mal de questions, et puis Rick, je sais pas comment il va évoluer le personnage, comment il va changer. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que à la fin de ce tome-là, on arrive sur un statu quo. Oui. On a, en gros, on a vraiment fini un cycle. On peut avoir une vraie, donc c'est le tome 21. Hein. On peut avoir vraies bases pour relancer, mais pour le moment, moi, l'impression que ça me donne, c'est ok. L'objectif des tomes suivants, ça va être ouvrir les voies de communication. Sécuriser les routes, remettre en place des échanges commerciaux, remonter une putain de société qui fonctionne avec tous les problèmes de société qu'il va y avoir. Se retrouver plus avec les problématiques qu'on retrouvait assez rapidement d'ailleurs dans Y le dernier homme, en termes de survivalisme. Tu vois, dans Y le dernier homme, en termes de survivalisme, bon, il y a quelques fous furieux starbés à la Mad Max, on va dire, entre guillemets, mais beaucoup se disent, il faut qu'on se réorganise pour survivre. Oui. Et là, j'ai l'impression que ces problématiques-là, ils vont enfin se les poser, alors que ça fait, je sais pas combien d'années qu'ils sont en train de errer. Mais je pense qu'en fait, non, ils vont même pas se les poser parce que ils vont sous-entendu, la colline arrivait à largement à nourrir tout le monde. Bon, là, ils te disent qu'après, ils sont peut-être trop nombreux pour être tous nourris par la colline, mais ils sont déjà repartis sur de l'agriculture. Ils sont implantés, ils sont plus en train de errer. Enfin. Je pense à mon avis qu'on va repartir sur un nouveau grand méchant, style un Mad Max en fait, qui lui fait une caravane errante, quoi. Hein. Le seul truc que je trouve bien, vraiment bien dans ce cycle-là, c'est que il ne fait pas comme d'habitude. C'est-à-dire que ça faisait sur les 21 précédents tomes, à chaque cycle, Rick construisait un groupe. Alors il commence par 3 personnes, ils se font tous manger la bouche et il repart à 0 ailleurs. Il remonte un groupe, oh, il y a 4 personnes de plus. Ils se font manger la bouche, et ils recommencent ailleurs. Et c'était non-stop comme ça. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il recommençait toujours à 0, et ce qui fait activement, même si à chaque fois, la communauté qui rejoignait était un peu plus grosse, il construisait pas grand-chose. Là, pour moi, Rick peut être intéressant en tant que chef en période de crise. Tu vois, le vrai dictateur à l'ancienne, quoi, le gars qu'on met en période de crise, qu'on met à la tête pour faire les choses difficiles. Maintenant, je me demande si... Donc le vrai dictateur au sens romain, quoi. Ouais. Et maintenant, je me demande si, maintenant que va y avoir une paix, que les choses sont mises en place, comment il va s'en sortir, quoi. S'il va pas se poser des questions, si ça va pas être trop calme pour lui, hein, parce que bon, ça fait quand même un petit moment que... Voilà, s'il va pas redevenir shérif, entre guillemets, faire des enquêtes. Ouais. Voilà, zombie et associé, enquêteur. Ouais. Ouais. On verra dans le 22, hein. On verra ce que ça donne, mais... Voilà, mais toi, ils t'ont perdu, là, déjà, depuis quelques tomes. C'est Negan qui t'a perdu. Ouais, c'est Negan, c'est les réactions... disons que je me reconnais plus, en fait, dans les choix qui étaient ceux faits par Kirkman au début. C'est surtout ça. Maintenant, ça reste quand même une excellente série. Oui, c'est toujours le problème, c'est que une excellente série qui devient un peu moins bien, on a tendance à la descendre en flèche, alors qu'elle est souvent toujours bien mieux que ce qu'il y a autour. C'est pas faux. C'est pas faux. On met des grandes attentes dans certaines choses. Comme moi, tu vois, par exemple, dans la suite de Daredevil, quand je l'attendais, et du coup, j'étais déçu parce que c'était plus Bendis et Malev, quoi. Mais ouais, enfin, c'était plus même Brubaker et aussi. Mais au départ, j'étais du mal à t'y faire. Mais là, bon, on verra. Le Daredevil actuel est encensé. Hein. Donc, c'est pour qui cette série The Walking Dead à l'heure actuelle? Je pense que pour tous les fans de zombies de façon globale, pour les gens qui aiment les choix cornéliens, parce que c'est souvent encore, on reste encore souvent des choix cornéliens. Par contre, j'ai quand même un petit truc qui me chiffonne par rapport à la série de télé, c'est que ça n'a plus rien à voir.
Non, c'est que non, mais là c'est au niveau de l'histoire, oui, mais c'est surtout que j'ai l'impression quand même que les zombies dans la série télé vont vachement plus vite que dans le livre. Ouais, mais c'est parce qu'il faut que ce soit plus visuel, tu vois. Ouais, mais ils vont quand même vachement plus vite. Mais c'est pas les mêmes non plus, les personnages n'ont rien à voir. Tu vois, Tyrese là j'ai commencé à la revoir aussi. Tyrese dans la série télé, c'est pas le Tyrese de la BD, hein. Là, ça faisait je sais pas combien d'épisodes qui passaient son temps à chialer, le Tyrese. C'est pas les mêmes, hein. Ouais, mais il y a un tueur à l'arbalète. Ouais, c'est vrai, il y a un tueur à l'arbalète. Allez, la suite. On parlait de grandes attentes. Et là, on est sur du lourd quand même. Là, on est sur du lourd. Bonjour, nous avons fini. Déjà, qui n'a pas versé sa larme? Oui. Il y a de ça, donc, 2 ans. Oui. 1 an et demi. Un an. Enfin, longtemps. Et qui n'a pas versé sa larme à la fin, donc, du De Cap et de Croc. Et voilà. Les auteurs devaient revenir avec une nouvelle série. Ils ont préféré, je pense, l'éditeur, je pense, a préféré garder la numérotation de la série originale et nous proposer un tome 11, même si c'est le même univers, un personnage en commun et les mêmes auteurs, mais c'est une autre histoire. Ça s'appelle 20 mois avant. Vous noterez le subtil hommage aux 20 ans après de Dumas. Oui, c'est un hommage à Dumas, le titre. Tu n'avais pas capté. Eh bien, écoute, j'en suis fort. Je trouve ça exceptionnel, bravo. Ouais. Je ne l'avais pas du tout. C'est les Trois Mousquetaires, il y a eu plusieurs suites, dont une qui s'appelait 20 ans après, il me semble. Sauf que, à part les Trois Mousquetaires, c'est avec les chiens en dessin animé, pour tous, c'est tous pour. C'est ça. Je n'ai jamais lu, en fait, les Trois Mousquetaires. J'ai vu plein de films, hein. Des films pourris aussi, d'ailleurs, américains, mais non, pas plus. Donc, vas-y, continue. Donc, Errol et Masbou nous reviennent pour nous conter les aventures du jeune Euseb, un petit lapin, qui aime beaucoup parler sans que personne ne l'écoute. Enfin, je sais pas s'il aime, mais en tout cas, c'est quelque chose qui lui arrive encore beaucoup dans ce tome, qui part l'air très innocent de chez lui pour devenir j'allais dire mousquetaire, mais ce n'est pas un mousquetaire, c'est les autres, c'est les hommes du cardinal. Les hommes du cardinal qui ont un nom, mais pour devenir un des hommes du cardinal. Il a une lettre de recommandation car son père a servi au combat avec un des entraîneurs. La compagnie des gardes du cardinal. D'accord. Non, la compagnie de garde des cardinaux. Voilà. Et donc il part en fait, c'était les rouges. C'est les rouges. C'est les rouges. Et les bleus, c'est les mousquetaires. Et donc il part, fier, un peu naïf, se faisant arnaquer tout au long du chemin. Mais tout au long du chemin. Pour se retrouver, bien entendu, bien malgré lui, au milieu de multiples complots plus sournois et subtils les uns que les autres. Je crois que j'ai bien pitché à peu près. T'as bien pitché, il y a tout ça. Il y a en fait le plus petit personnage existant, je pense, dans la France de cette époque-là, se retrouve mêlé aux intrigues les plus importantes du royaume. Par le plus grand des hasards. Toujours. Et avec une naïveté confondante. Ah oui, on peut. Oui. même qu'à un moment tu aurais presque envie de lui coller des baffes, mais non. Parce qu'il est mignon, c'est un petit lapin. Oh, il est mignon. C'est exactement ça. On retrouve le dessin magnifique en couleur directe de Masbou, avec des couleurs qui chatoient, qui flattent l'œil, la rétine, la pupille, les paupières, même tellement elles sont balèzes, ces couleurs. Avec un dynamisme et une mise en page. Mais là, je pense qu'il y a un réel travail fantastique de Alain Hérol avec Masbou, parce que c'est vraiment superbe. Et que texte et dialogue se mêlent à la perfection. Je vous invite à lire le blog, faudra que je mette un lien, un blog qui fait de la critique de bande dessinée, de l'analyse de bande dessinée, qui dresse quelques planches en parlant de Cap et de Croc, qui montre à quel point le travail de lien entre l'image et le texte chez Hérol et Masbou est fantastique. On retrouve ce langage, mais si beau, si nomme. Disons que t'as du texte, quoi. Là, t'es pas. Oh, mais c'est bien écrit. Ah, c'est très bien écrit, mais t'as vraiment du texte. T'as du texte lourd, quoi. Je veux dire, des gens qui parlent avec des salamalek dans tous les sens. Ils te font des tonnes de mots pour te dire un truc tout con. Mais ça reste lisible et agréable à lire. Clairement. C'est ce qui est pas évident. Et puis il y a de l'humour dans la façon de tourner les choses. On pense un peu à Ridicule, le film. Clairement. Voilà.
Bah, surtout que c'est vraiment un livre qui reste quand même une référence là-dessus, donc t'es un peu obligé. Voilà pour ce qui est du dessin, on s'attardera pas plus dessus. On a parlé un peu du texte, mais l'histoire. Qu'en as-tu pensé, Thio? Alors, l'histoire, moi, en fait, bon, la naïveté confondante de Zeb fait partie du personnage, le fait qu'il n'arrête pas de piailler, de jaser tout le temps, c'est le personnage. Mais je suis peut-être trop le mais pourquoi l'appeler De Cap et De Croc? Parce que forcément, moi je me dis, donc le lien, c'est qu'à un moment donné, on va se retrouver avec Maupertuis, on va se retrouver avec les autres. On va rejoindre nos personnages de. Je ne pense pas. Ben oui, mais que peut attendre tout lecteur de Cap et De Croc? Si tu racontes l'histoire de Zeb, c'est que à un moment donné, tu es 20 mois avant, il y a bien un moment où tu seras 20 mois après. Et 20 mois après, où était Zeb? Sur la Lune. Oui. Voilà, et donc tu vas retrouver, il y a un moment où tu vas te retrouver dans les mêmes histoires, où tu vas t'arrêter en fait. Je pense qu'ils vont s'arrêter, c'est un diptyque qui est prévu. Ils vont raconter l'histoire quand ils se rencontrent. Voilà, ils vont aller jusqu'à la rencontre et basta. Je pense que ça ira pas plus loin. Ouais, mais pourquoi l'appeler De Cap et De Croc? Bah parce que s'il avait appelé autrement, ça aurait moins vendu. Mais ce qui n'est pas, je dirais, une erreur pour moi. C'est juste que De Cap et De Croc, épisode 0, tu vois, un truc dans le genre, je sais pas. Trouver un truc, mais oui, épisode non. -1. Ouais. Mais non, moi ça me choque pas. Les intentions des auteurs étaient assez claires. Alors c'est vrai que si tu suis pas un peu l'actualité, etc. Au départ, ça devait être une série qui s'appellerait autrement. Mais maintenant, ça l'a pas fait. Maintenant, je comprends qu'avec la difficulté dans lequel, même si j'espère qu'ils n'ont pas des difficultés eux avec leur série, la difficulté qu'on peut avoir à vendre de la bande dessinée, vouloir rattacher une BD qui a des liens quand même flagrants avec De Cap et De Croc, quoi. Vouloir continuer sur la licence et le forte du titre, non, ça me gêne pas du tout qu'ils soient restés dessus. Mais dans tous les cas, je recule. Enfin, c'est un excellent retour, on va dire, à De Cap et De Croc. Moi, je pensais que c'était fini, et là, on revient dans le même monde avec toujours des idées de personnages et oui, des seconds rôles. Voilà, qui sont excellents. Aucun ne m'a marqué pour le moment, malheureusement. Si. Le singe. Ouais. Le singe mercenaire, il a une classe, c'est quoi. Vrai. Et bon, leur petit péché mignon, les pages qui se passent dans le noir, avec juste les dialogues. Oui. Qui finit le tome et qui est quand même, encore une fois, c'est drôle. Voilà, tu essaies justement, parce que toi, tu essaies de visualiser la chose, et c'est bien mené, quoi. Enfin, voilà, c'est toujours aussi excellent. On revient dans le monde de Cap et De Croc, même si c'est plus De Cap et De Croc. Mais, voilà, le petit Zeb, il est trop bien, quoi. C'est pour qui? Pour les fans de Cap et De Croc. Ouais, là, c'est trop facile, ça. Trouve-nous, en dehors de tout ça, si t'as jamais lu De Cap et De Croc, déjà tu peux commencer par celui-là en plus, tout à fait, sans aucun problème je pense. Tu peux le lire indépendamment de la série principale. Oui. Oui, totalement. Donc imagine quelqu'un, pour qui? Pour les fans de petits lapins, de petits dessins mignons. Les amateurs de beaux verbes. Ouais, aussi. Ouais. Mais il faut qu'il soit quand même grand. Là, tu vois, j'étais en train de dire, tu vois, pour les petits, mais non. Non. C'est trop verbeux pour le petit, quoi. Ouais. Monsieur Chauffeur? Ah, Monsieur Chauffeur. Ah, au lieu de jouer à Boom Bleach, là. En pleine émission, là. Et ouais, parce qu'en fait, ma truc a vibré, je suis désolé. Ouais, c'est ça. Eh bien, nous allons parler donc d'un Zep. Ah, Happy Parents. Commençons tout de suite, ce sont les histoires, les gags en une planche de Zep. Il y a eu déjà Happy Sex, Happy Rock et Happy Girls. Happy Girls, on l'a pas vu, je crois. Si, on les a vus, parce que Happy Rock et Happy Girls sont des rééditions d'autres bouquins qui avaient un autre nom avant. Et que j'ai d'ailleurs, qui sont plutôt rigolos. Et lorsqu'ils ont sorti Happy Sex, ils ont ressorti les deux autres avec la même maquette, la même couverture. Et donc là, ils sortent dans la même série Happy Parents, et ils n'utilisent pas la même maquette. Et ça, c'est trop nul. Je suis désolé, mais au niveau de la couverture, le bouquin, tout ça, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas utilisé la même maquette. Ça m'a un peu déçu.
et c'est une faute. Voilà, je le dis, c'est une faute. Si vous nous faites des rééditions de 2 bouquins, soit, passe encore, pour que ce soit en accord avec une maquette qui va avoir une certaine classe. Ok, c'est vrai qu'elle avait la classe, cette maquette, avec la couverture ajourée qui permettait de voir un dessin dessous, c'était beau, c'était magnifique. Et quand vous sortez un nouveau et que vous voulez le mettre dans la même série, refaites-nous le coup de la maquette sympa. C'est pas faux. Nous faites pas un truc avec une couverture qui est pas bonne, quoi. Elle a aucun intérêt, cette couverture. C'est pas, non, je suis d'accord. C'est quoi, on voit 2 parents sur une couverture avec et des mômes qui font des conneries en arrière-plan, il y a écrit Happy Parents. Voilà. Ouais, super. C'est même pas drôle. C'est pas beau et c'est pas drôle. Voilà, c'était pour la couverture, j'ai traché, j'ai dit tout ce que j'en pensais, et j'ai même pas, voilà, je ne trache pas, Non, tu as donné ton avis, vas-y, tu en avais besoin, il fallait que ça sorte. Voilà, c'est fait. Et donc maintenant, les gags à l'intérieur, est-ce que t'as fait penser à ta vie de maintenant? Alors, pour ce qui est des gags, je serais beaucoup plus indulgent. Non, je serais pas indulgent, je serais beaucoup plus réaliste. Les gags sont plutôt bons. Zep, effectivement, a une façon de raconter les choses sur des formats courts qui marche très bien, et d'ailleurs qu'il utilise maintenant sur son blog, aussi hébergé sur Le Monde, qui est très sympa d'ailleurs. Je vous recommande le blog de Zep sur Le Monde, qui est plein de choses très très drôles, il se lâche totalement. Un album sortira sans doute, ce sera Happy Blog ou je sais pas quoi. Happy Monde. Ouais, Happy Monde. Happy World. Et donc... oui, les gags sont drôles, on nous montre des parents et des enfants, ils se moquent aussi bien des parents que des enfants. Ça touche un peu à tout dans tous les sens. On est beaucoup dans cette mode du gag à thème qui marche bien, sauf que là en plus on a un auteur reconnu. Donc on prend du gag à thème, un auteur reconnu et on peut se faire je sais pas moi très bon album, si même chez 12 bis il aurait été bon, tu vois. Un bon album de supermarché, un bon blockbuster de supermarché, quoi. Toi, tu sais vendre les choses quand même. Non, moi j'ai trouvé voilà, il faut être parent et il y a des gars qui vous parlent. Clairement, vous êtes vraiment dans le même. J'ai beaucoup aimé celui sur la crise de nerfs avec la trompette, parce qu'en fait, tu as toute la vérité dans la bouche de l'enfant, tu vois, et ses centres d'intérêt qui parlent. Non, et puis les gueules, et puis le dessin de Zep qui est génial, et enfin, voilà, je peux sembler un peu méchant comme ça quand j'en parle, mais c'est vrai que c'est de la BD à gag, c'est de la BD à gag à thème. Je veux dire, fais un truc à thème sur les parents. Tu sais que tu vas pouvoir en vendre des caisses au supermarché. En plus, tu dis c'est par l'auteur de Titeuf, il connaît les mômes, il sait en parler. D'un point de vue commercial, c'est une poule aux œufs d'or, donc je vais pas non plus faire les grilles. On dit oh là là, les connards, ils vont se faire des sous. Même si un peu quand même. Oui, mais ouais, en même temps, il faut passer gratuitement non plus, quoi. On va pas leur en vouloir. Mais voilà, je regrette qu'il n'y ait pas eu cette démarche artistique entre guillemets jusqu'au bout, d'avoir un bouquin qui rentre dans une collection, qui suit une maquette, et d'avoir fait une couverture qui, je pense, va plus parler pour vendre dans un supermarché que s'ils avaient fait la couverture qui était jolie dans les thèmes précédents. Ouais. Voilà. Malheureusement, je ne peux que valider là-dessus. Alors que ça reste un album sympa, et c'est moi qui suis aigri pour le coup, sur des petits détails à la con. Non, mais tu as le droit d'être aigri. Non, mais puis voilà, il faut pas hésiter. Surtout que j'ai rigolé en plus en le lisant, ce truc, quoi. De merde. Non, parce que j'ai rigolé. Je rigole pas de la merde, moi. Je suis pas comme vous, monsieur. Je dis pas en lisant du Zep et du Thébault. D'ailleurs, je note les clins d'œil nombreux à ses potes, dont la blague sur le caca. Le mec a un t-shirt Captain Biceps. Il y a une blague sur le caca et le papa, il a un t-shirt Captain Biceps. Et Captain Biceps, c'est celui qui joue au foot avec la couche. Oui. Et Captain Biceps, c'est le personnage qui a été créé par Zep et Thébault. Et Thébault, il fait que des blagues avec du caca. Et je pense qu'en plus, c'est une caricature de Thébault, mais j'ai jamais vu Thébault, donc je peux pas le dire. Donc je pense qu'il y a quelques clins d'œil comme ça rigolos dedans pour les BD-Fils. Voilà. C'est pour qui? Pour les parents qui vont faire leurs courses au supermarché. Ouais, pour les parents qui vont pas au drive. Ouais, c'est ça. Voilà, non mais ça reste sympa. Happy Parents de Zep chez Delcourt. Et donc maintenant, nous allons vous parler de Les Nuits Rouges du Théâtre d'Épouvante d'Alexandre K, paru chez
Tanibis. Tanibis, un petit éditeur que j'aime bien. J'avais adoré il y a quelques années une bande dessinée par un des auteurs. D'ailleurs, il doit traîner derrière par loin parce qu'il est à proximité, à portée de main. Truc astronaute, le dernier astronaute, je sais plus quoi. Enfin, Oui, ça me dit quelque chose. qui était magnifique et qui sort toujours rarement quelques petits bijoux. Mais quand je dis rarement, c'est parce qu'en fait, ils ne sortent des BD que rarement et ils vont toujours chercher dans des trucs un peu bizarres, un peu barrés et souvent de qualité. Et je dirais que avec cet album-là, malgré son étrangeté, et nous y reviendrons dans quelques secondes, il y a une certaine qualité. Mais de quoi ça nous parle, une nuit rouge du théâtre d'épouvante, mon cher Thio? Ouais, je sais, je viens de t'envoyer une patate chaude dans les mains. Alors, nous allons donc parler, nous suivons deux personnages, Elena et un épouvantail qui porte un nom que je ne me souviens pas. Et ils sont obligés de fuir parce qu'ils ont commis un crime et ils vont se retrouver en fait à vivre dans un cimetière. Dans ce cimetière, on va s'apercevoir en fait que les morts en fait vivent dans le cimetière tranquillou quoi, hein, pendant que les vivants ne sont pas là, et dès que les vivants sont là, ils se cachent et ils font leur vie de leur côté. Et quelques vivants rejoignent aussi ces morts. Et quelques vivants pour sympathiser. Voilà, viennent vivre là parce que c'est cool quoi finalement. Et finalement, Elena va trouver une raison de vivre parce qu'elle se fait un petit peu chier quand même dans son cimetière, et elle va se trouver une petite raison de vivre et un petit travail. Elle va travailler dans le théâtre d'épouvante, un théâtre pour faire peur. Un théâtre pour faire peur, mais qui en plus utilise des personnages, des acteurs, qui en fait ont tous eu une histoire complètement apocalyptique, violente, horrible, un truc atroce, et qui ont, on va dire, un physique qui se prête au théâtre d'épouvante. Des frics, des monstres. Ouais, mais du vrai monstre. Hein. Et voilà, ça fait un bon pitch, je vais pas non plus en raconter trop. Ouais, non, c'est pas mal. Et donc, globalement, on va avoir plusieurs petites histoires, toujours liées par ces deux personnages principaux, qui vont nous raconter les origines, entre guillemets, de chaque créature. C'est plein d'histoires courtes qui s'enchaînent, qui nous racontent les origines de ces créatures. Passons tout de suite sur le côté graphique. C'est du noir, blanc et rouge. Je dirais du rouge, du noir et des niveaux de gris. Oui. Parce que le blanc... Ouais, le blanc est rare. Ouais, tu cherches. Dans les bulles. Dans les bulles, il y a du blanc. Voilà, donc c'est de la bichromie très très jolie, très graphique en tout cas. Après, chacun appréciera selon ses goûts. Et très poétique. On est vraiment dans un dessin très onirique et poétique. On retrouve un peu ce... Garrigue, il s'appelle l'épouvantail. Oui, on retrouve un peu ce côté... ces trucs d'épouvante expressionniste allemand. Il y a cette ambiance un peu expressionniste allemand dans plus à côté gautique, tu vois, enfin je sais pas comment, j'arrive pas à... Vas-y, dis-moi ce que tu veux me dire. Non, d'accord. Non, mais oui, ça ferait... Enfin, moi, là, j'avoue que l'expressionnisme allemand, je suis pas un... Nosferatu, Murnau... Murnau, oui, voilà, c'est le seul. Cabinet du docteur Caligari... Et non, parce que j'ai pas vu. Bon, il y en a d'autres. Donc... Métropolis. Oui, c'est vrai, ça en fait deux déjà. Mais non, ça me parle... Enfin... Esthétiquement, c'est très sombre. Il y a des cases qui sont... Alors, le dessin est naïf. Alors, dans le mot naïf, je veux pas dire qu'il est que tout le monde peut le faire, qu'il est super simple. Il est naïf, mais il est très expressif. Et puis il y a un travail de construction en plus. Voilà, il y a un travail de construction qui est excellent. C'est super esthétique. Après, au niveau de l'histoire, ça donne... Alors, donc voilà, le dessin qui est très esthétique va donner une ambiance générale qui est... Moi j'ai eu l'impression en fait en lisant ce bouquin d'avoir de lire avec des grands moments de silence. Ouais, c'est pesant quoi. C'est pesant, ça te... Quand t'es en train de le lire, de temps en temps, tu te prends à regarder la poutre à ton plafond et la corde que t'as laissée dans l'entrée. Et la ficelle des rideaux en fait. Ouais, et tu te dis, il y aura peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Oui, non, mais c'est une ambiance pesante, un peu déprimante, mais qui va tout à fait avec le ton de l'histoire. Hein. Clairement, oui, ça va tout à fait avec le ton de l'histoire.
Et après, il y a quand même parce qu'on va donc justement suivre l'histoire de chacun des personnages du théâtre d'épouvante, parce qu'ils sont plusieurs. Il y a celui qui a pas de visage, il y a le loup-garou, il y a le mec qui est déjà mort 20 fois en jouant à la roulette russe, il y a le souffleur, il y a le souffleur qui n'est pas mort. Qui n'est pas mort. Il y a car il a encore du souffle. Comment il s'appelle, le directeur du théâtre, qui est un peu complètement barré. Moi, j'ai trouvé qu'il me fait penser à Tim Burton quand même. Ouais, celui qui veut recréer des histoires au top. C'est l'écrivain, c'est le narrateur. Voilà. Et donc les histoires des différents personnages, parce qu'on les suit, sont quand même assez particulières. Certaines, c'est un peu dérangeant. Je veux dire, c'est du conte obscur, c'est du conte sombre entre Tim Burton et Mathias Malzieu. Avec un petit côté les contes de la crypte. Parce il y a de l'humour quand même, hein. Il y a de l'humour en plus. Oui. C'est bizarre comme humour, mais il y a de l'humour. Parce que du coup, justement, l'homme sans visage, ça fait un peu penser à quand tu suis son histoire, justement, oui, quand il va dehors, qu'il s'amuse et tout, tu reviens en arrière et quand tu as la fin, la chute, tu fais aïe. Ah oui, ouais, je comprends que tu sois un peu dépressif là sur le coup. Non, voilà, c'est très beau, très esthétique. Un peu dérangeant quand même parfois. J'ai trouvé ça un peu pesant, un peu dérangeant sur certains personnages. Mais sinon, c'est vraiment, il y a une excellente ambiance dedans. Ça m'a bien plu, voilà quand même. C'est pas, je voudrais pas qu'on pense que c'est un avis négatif, mais ça m'a quand même bien plu. Alors, un petit conseil quand même, c'est que ça reste une BD un peu exigeante. Je pense. J'ai commencé à le lire à moitié endormi, etc. Et j'ai eu du mal à accrocher au départ. Et je l'ai lu en plusieurs fois. Hein. Et quand je m'y suis remis un peu après, j'ai commencé à rentrer dedans. Sauf que j'avais oublié la moitié de ce que j'avais lu avant, etc. Et donc je pense que j'ai pas mal perdu de l'intérêt que j'avais pour cet ouvrage. Mais c'est vrai que voilà, c'est pour qui, je crois que c'est là qu'on peut le dire. C'est un peu pour les intellos de la BD quand même. Et puis pour les rêveurs dépressifs. Ouais. Ou alors l'ado en plein questionnement et qui a déjà lu Les souffrances du jeune Werther et qui s'est pas encore suicidé à la trinque du rideau. Voilà, tu peux lire ça, peut-être que ça te fera franchir le pas. Bonne idée. Bonne idée. Offrez ça à votre enfant dépressif. Voilà, et après lisez Happy Parents. Super. Ouais. Carte blanche à Matemanga. Hello, j'espère que nous aurons un enregistrement beaucoup plus calme que la prochaine fois. C'est sûr, salut Pied. Alors pour cette première carte blanche que tu nous consacres cette année, tu veux nous parler de Pandora Hearts, dont tu nous avais vaguement sous-entendu qu'il fallait que tu en parles la fois précédente. Tout à fait. D'ailleurs, je profite de ça pour souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs. Hein, ouais, nous on a parce que déjà je dû pense le faire. que vous l'avez déjà fait ouais, je pense. au début. Hein. Après, c'est la magie d'enregistrer un 21 décembre. Tout à fait. Tout ça pour dire que oui, en effet, je voulais parler de Pandora Hearts parce que je voulais parler de ce manga-là et je renverrai vers le discours que j'ai tenu sur Urasawa parce que c'est typiquement un manga où à chaque page ou à chaque fin de chapitre ou à chaque très 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 fréquemment dans un même volume, je me suis retrouvé à me dire oh merde, ça je l'avais pas vu venir. Mais de quoi que ça nous parle, Pandora Hearts? C'est un manga qui nous parle d'un certain Oz Vesalius, héritier d'une grande famille noble. Ça se passe dans un environnement, on va dire, j'allais dire médiéval, mais un peu médiéval, médiéval fantastique, ça c'est sûr. Mais ouais, de ce que je vois des costumes, ça fait quand même plus début 19e, ouais, hein, tu vois, ouais. Début 19e, ouais, je dirais ça, ouais, aussi, ouais. Et donc du coup, on suit l'histoire de Oswald Vesalius, l'héritier d'une des 4 plus grandes puissantes familles de ce monde-là, qui va bientôt célébrer ses 15 ans. Alors ce héros-là est j'allais dire un petit con attachant qui fait que des conneries mais qui c'est pas des conneries qui portent à grandes conséquences et en fait à ses 15 ans il doit célébrer une cérémonie de passage à l'âge adulte que tout noble doit respecter.
Et c'est dans un univers complètement inventé, hein, c'est pas dans du... Oui, c'est un univers D'accord. complètement inventé, ça n'a rien à voir avec, notre univers à nous. Ce qui se passe, c'est que, bizarrement, hein, pendant cette cérémonie, il y a des personnes qui viennent pour arrêter la cérémonie et envoyer Oz dans les abysses. Alors les abysses, c'est un monde parallèle où, selon la légende, les pires criminels sont envoyés, serait l'équivalent de notre enfer, quoi. Une fois dans l'abysse, en fait, il s'avère que c'est un monde qui est complètement déstructuré, où t'as des morceaux de pièces qui sont cassés en plein de débris. Il va croiser divers monstres difformes et qui s'appellent des chaînes, et il va rencontrer une certaine Birabit, une chaîne qui va lui proposer de faire un contrat qui lui permettra d'avoir suffisamment à la chain suffisamment de puissance pour pouvoir ouvrir une faille et revenir dans le monde de Oz. Ce que bien sûr Oz fait assez rapidement, et lorsqu'il retourne dans le monde d'Oz, il se rend compte que 15 ans ont passé. Et après, on va suivre l'histoire de Oz et de Birabit, qui l'a accompagné dans le monde d'Oz, qui, dans ce monde-là, pour ne pas se faire repérer, décide de se faire appeler Alice. On va suivre leurs aventures, et il y a pas mal de mystères autour de Birabit, de Oz, de pourquoi est-ce que des gens sont venus l'attaquer et lui ont dit il devait l'envoyer dans l'abysse à cause de son plus grand péché. C'est un pauvre gamin qui a 15 ans et qui a rien fait de mal jusqu'à présent. Et donc on va suivre cette histoire-là, et c'est, comme je disais en début d'émission, du moins de chronique, c'est rempli de rebondissements, de choses qui sont amenées petit à petit par petites touches et qui te tombent sur le coin du nez alors que tu t'y attendais pas. C'est vraiment très très bien construit, très très bien amené. Je vois beaucoup de références, Oz, Alice, etc. C'est volontaire, ça a un Oui, sens c'est volontaire. La mangaka qui a fait dessiner ce manga, qui s'appelle d'ailleurs Yun Mochizuki, a clairement dit qu'elle s'était inspirée de Lewis Carroll, hein. C'est Alice au D'accord. pays des merveilles, de l'autre côté du miroir. En gros, typiquement, elle reprend beaucoup de noms, beaucoup de traits caractéristiques. Tous les chains qui sont présents dans le monde ont des noms qui viennent d'Alice au pays des merveilles. Tu vas trouver le chat de Cheshire, tu vas trouver Jabberwock, tu vas trouver la Reine de Cœur. Voilà, dans une ambiance un peu plus sombre quand même. Oui, beaucoup, 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 beaucoup plus sombre. C'est justement une des caractéristiques de ce manga. Si je devais le caractériser, bien sûr il y a le côté fantasy, mais je mettrais limite un petit côté thriller psychologique, quoi, avec. Parce Ok. que oui, vas-y. Là, il y a quand même 22 tomes qui sont parus en France. Je sais pas combien ça donne en VO. 22, je crois Je aussi. crois qu'ils sont à 22 aussi au Japon. Ouais, sur le site de Kiun, l'éditeur. Ouais, Voilà. tout à Donc, fait. c'est suivi de près. C'est toujours en cours. C'est toujours en cours, mais on Il y a- arrive vers la fin là, je pense, hein. Est-ce qu'il y a des arcs narratifs nets? Non, 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 c'est vraiment un truc qu'il faut suivre de bout en bout. Alors, il y a différentes pistes et il y a différentes, j'allais dire périodes, mais non, même pas. Il y a différentes phases, on va dire. Tu vas avoir différents rebondissements qui vont amener le récit dans des directions complètement différentes, mais tu peux pas sauter une phase. Je Il y a sais pas combien de tomes comment. pour accrocher? Deux. En 2 tomes, t'accroches. Ah, en 2 tomes, j'ai accroché. Voilà. Donc, si tu lis que le premier, c'est pas sûr que Si t'accroches. tu lis que le premier, en fait, si tu lis que le premier, t'as l'impression d'avoir un truc un peu, t'as le chain du paragraphe, quoi. Non, parce que souvent dans le manga, moi c'est un truc que j'ai remarqué vu que je commence à en relire. Le premier tome, ouais, tu fais oui, bon, c'est sympa, il y a des idées, c'est cool. Et puis au deuxième tome, ils enclenchent un peu les choses, quoi. Exactement. En fait, le premier tome, clairement, c'est pour essayer d'attraper les gens en montrant de l'action, en montrant des choses comme ça, en commençant à mettre les premiers mystères, les premiers trucs, etc. Mais
ça reste gentil et ça reste... on sent qu'il a voulu être consensuel et ne pas vouloir choquer directement trop vite les gens. Arrivé deuxième tome, tu commences à voir qu'il y a des trucs qui sont pas si clairs que ça, que les méchants sont pas forcément méchants, les gentils sont pas forcément... Si, ils sont gentils, mais il y a forcément souvent des trucs cachés, des trucs derrière, tous les personnages ont une part de lumière, une part d'ombre, même celui que tu vas avoir comme pendant très longtemps, le grand méchant, au final, très longtemps, non, même pas tant que ça, pas si longtemps que ça, mais Il y a un méchant plus on va te grand que lui présenter au derrière, départ. derrière ça. Hein Il y a un méchant non, plus non, grand non, que non, lui. il y a pas, non, il y a pas vraiment de méchant caché derrière. C'est un truc que je trouve très bien, c'est que ils ont tous une légitimité dans les choses qu'ils font. Alors ils vont se clasher les uns les autres, mais derrière tous, il y a une légitimité. Il y en a qui sont plus ou moins bramés. Il y a 2-3 méchants où tu te dis, de méchants personnages, je veux dire, où tu te dis, lui, il est pas bien dans sa tête, quoi. Et en effet, il est pas bien dans sa tête, mais derrière ce qu'il fait, le côté répréhensible de ce qu'il peut faire, bah il y a une cause qui est compréhensible, qui, si tu te mets dans l'état d'esprit de ce type-là, est limite noble. Typiquement, des personnes qui vont faire des choses répréhensibles, mais c'est pour sauver le plus grand nombre. Mais c'est vrai, quand tu vois ce qu'ils font, bah tu dis merde, quoi. Parce que bah il y a une personne en qui tu t'es attaché, qui du coup va mourir de la main de cette personne-là, et au départ tu as aucune explication du pourquoi du comment c'est arrivé, donc tu te dis mais what the hell? Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plusieurs pistes qui avaient été posées là, qui avaient été mis clairement, qui avaient été posées, mais pas, tu sais, c'était pas simplement un petit détail caché. C'est carrément une scène complète où il y avait une chose qui s'est passée, associée à une autre scène qui était à côté, etc., machin. Et quand tu fais le lien, tu dis, bah oui, ça devait obligatoirement se passer comme ça. Ok, donc là tu es en train de nous vanter le scénario, qui est quelque chose apparemment qui t'a vraiment marqué. Ah ouais, donc riche en rebondissements, en cliffhanger, en surprise. Bah, c'est un des rares mangas où j'étais tranquillement dans mon lit en train de feuilleter le truc, tout ça, et où j'ai pas pu m'empêcher de dire à voix haute, oh putain. Par contre, graphiquement, parlons-en. Donc grâce aux joies de l'internet, j'ai pu voir plein de planches de cette BD en très bonne qualité. C'est assez impressionnant ce qu'on trouve sur internet. Voire même plus grande, parce que sur mon écran ça passe plus grande que si c'était sur le manga. Et ça m'a un peu choqué sur mon grand écran à quel point il y avait quand même en dehors des personnages pas grand-chose. Oui, tout à fait. Et là, je te rejoins. J'aurais deux caractéristiques importantes dans ce manga sur le dessin. Bon, déjà, je trouve le très très beau quand même. Oui, non, les car design sont sympas, c'est clair. Je pense que c'est très lisible pour le coup, comparé à d'autres mangas dont j'ai pu admirer la richesse du dessin, mais qui pour le coup était peut-être un petit peu moins lisible. Là, on a l'impression que c'est l'excès inverse. Oui, mais justement, je pense que il y a deux choses importantes dans le scénario et qui ressortent aussi dans le trait. C'est que ce qui est important, c'est le personnage et ce qu'il exprime dans son visage, dans son comportement, opposé au texte et de ce qu'il dit. C'est très psychologique. C'est pour ça que je parlais de thriller psychologique, c'est que tu vas avoir des phrases qui vont être prononcées par quelqu'un, et en connaissant bien le personnage, en creusant, etc., tu verras que ce qui a été dit, mais l'inverse a été pensé. Et je pense que la mangaka qui a dessiné ça a préféré focaliser en effet sur tout ce qui est personnage et texte, plutôt que sur le décor et sur le... On trouve assez peu de planches de décors et de paysages, de choses dans le genre. C'est pas comme un Vinland Saga où tu vas avoir des fois simplement la lande qui va être dessinée pour montrer le côté paisible d'une zone, ou au contraire l'atrocité de la guerre. Là, ouais, c'est très centré sur les personnages. Exactement, c'est très 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 centré sur les personnages. Et deuxième point, c'est que elle se sert beaucoup du fond et des trames pour te faire sortir le côté lumineux, propre, la noblesse, etc., le côté beau et lumineux, par rapport à certains endroits, à certains moments où les cases sont limite sales. Tu vas avoir des trames noires qui vont même être en surimpression des personnages, qui vont être au-dessus, tu vois, ça va pas être le personnage qui ressort avec l'arrière-plan sale, c'est directement le sale qui est sur toute la case.
comme si la noirceur et la salissure recouvraient tout et salissaient tout, même ce qui normalement de base devrait être net. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, oui, je vois après, c'est en voyant un peu les images. Mais bon, clairement, ouais, c'est pas le... Donc de ce que je vois moi en tout cas, c'est vraiment les personnages qui sont au centre, mis en avant, et l'univers à côté de ça est assez, graphiquement en tout cas, est pas super bien dépeint, on va dire. Faudrait que j'arrive à te trouver 2-3 choses qui permettraient que tu vois mieux, mais en effet, on va dire que le monde autour est pas le plus important. Clairement, ce qui importe beaucoup, c'est vraiment les personnages et les relations entre eux, ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que tu sais s'il y a eu un animé Oui, il y a eu un animé qui a été fait. D'ailleurs, c'est comme ça initialement que j'avais connu. 25 épisodes. Alors, je pourrais pas te dire jusqu'où ça va parce que je l'ai pas vu en entier cet animé. J'ai vu simplement le premier ou le deuxième. Le premier et le deuxième, je crois. Je suis pas sûr d'avoir vu plus. Animé qui date de 2009. Je saurais pas te dire si en voyant l'animé tu vas voir les 22 tomes sortis, je ne pense pas. Ou alors il faudrait qu'ils aient pris des raccourcis énormes et du coup ça deviendrait limite incompréhensible. Je sais que les 2 premiers tomes que j'avais vus étaient très fidèles au manga papier. Ou je sais pas si c'est le manga papier. Si, manga papier est sorti avant les animés. Donc les 2 premiers épisodes sont très fidèles au manga papier. Après, je pourrais pas dire. Fait rigolo que je viens de voir en allant sur Wikipédia. L'éditeur japonais, c'est Square Enix. Square Enix, plus connu pour ses jeux vidéo. Et tout à fait. Dont je suis un relativement très très grand fan. Je dirais Final Fantasy, c'est eux, hein. Oui, FF, ouais. Et pas que ça, mais... Ils aiment bien faire des trucs très jolis avec des histoires à rallonge, des cutscenes qui te permettent de bien avancer dans des couloirs. Mais je ne fais que dire ce que j'ai entendu car je n'y ai pas joué. C'est vraiment... c'est du pur troll, je l'admets. Ok, merci pour nous avoir fait découvrir ce manga, Pandora Hearts, 22 tomes chez Kiyun. J'espère qu'on te reverra très bientôt pour nous parler à nouveau de tes dernières découvertes de manga. Très bien. Ciao. Ciao. Merci à toi, bel inconnu, de nous avoir enjoué avec ta voix magnifique, de nous avoir mis des frissons dans tout le corps en traitant d'un sujet si important, si grave, si beau, si triste à la fois. C'était vraiment une carte blanche, magnifique. Vous aussi, si vous voulez nous donner des frissons dans le dos et nous faire hérisser tous les poils du corps, vous pouvez participer aux cartes blanches pour ça. Il suffit de nous écrire via le site La Voix des Bulles. Il y a un petit formulaire de contact qui marche, qui est beau, qui est génial. Et si vraiment vous avez l'impression que je ne vous réponds pas, c'est que je suis soit une sombre merde, soit que ça déconne. Et dans ce cas-là, passez par Twitter, par Facebook. Je n'hésiterai pas à répondre rapidement. Je vous remercie. Je vous dis à tous, écrivez-nous quoi, merde. Non, pas... Ouais. Voilà. Aujourd'hui, dans l'Axdor Studio, nous recevons Thio. Bonjour Thio. Bonjour. Alors Thio, vous êtes connu pour vos grandes qualités d'acteur dans le sketch de podcast. Tout à fait. Vous êtes considéré comme ayant créé un genre à part entière et être quelqu'un qui est à l'origine de toute une école qui a été suivie maintenant pendant de nombreuses années, et il n'est pas rare maintenant d'avoir un petit sketch pour mettre en valeur quelque chose dans le podcast, et on peut dire que c'est un peu grâce à vous. Alors grâce à moi, mais aussi à mes acolytes qui m'ont aidé, qui m'ont stimulé, on va dire, justement dans cette création. Mais c'était très difficile au départ parce qu'on n'était pas du tout reconnu, mais on va dire avec l'expérience, avec les années, finalement, on est vraiment devenu la référence. Excusez-moi d'utiliser le terme, mais c'est un petit peu ça. Ce n'est pas difficile que de justement avoir cette pression de se dire à chaque fois qu'on va devoir faire un nouveau sketch, qu'il va falloir se dépasser, montrer qu'on n'est pas n'importe qui et que c'est nous qui avons créé le genre. La peur d'être dépassé par les petits nouveaux qui débarquent. Alors, moi ça va, j'ai assez bien vécu. Le Dr Tizak malheureusement a fini dans Asténix sur une île déserte, a joué à Terra Battle avec son téléphone portable, mais qui n'a plus de batterie d'ailleurs, mais sinon, moi, je l'ai bien vécu. Voilà, c'est faisable. Nous rappelons d'ailleurs que le Tizakton est toujours en cours et que si vous pouvez récolter de l'argent pour lui envoyer des batteries sur son île déserte... ou un chargeur solaire aussi. Ou un chargeur solaire.
Vous avez fait de nombreuses performances, on pense notamment à votre réécriture des Goonies, Tout à fait. à plusieurs bandes annonces de films de guerre. Vous avez une petite préférence pour la bande annonce, je le sens. Ouais, surtout quand on doit changer la voix comme ça et qu'on prend une voix super grave. Ça c'est jouissif, oui. Quelle a été votre formation pour en arriver justement là? Qu'est-ce qu'il faut Absolument, de l'alcool. Absolument. Ça c'est vraiment nécessaire, mais il faut de l'alcool sans tomber dans l'alcoolisme. Voilà, ça c'est compliqué. Et ça par contre, Wanaï a eu beaucoup de mal. D'ailleurs, le capot de sa voiture s'en souvient encore. Mais voilà, l'alcoolisme c'est moche. Mais il faut un petit peu d'alcool quand même. Sinon on peut pas se lancer vraiment dans cette impro là. Ça reste de l'impro, il n'y a pas un travail d'écriture avant, profond, parce qu'on sent quand même beaucoup de profondeur dans vos textes, un sens caché, quelque chose qui essaye de montrer que vous n'êtes pas là que pour faire rire, mais aussi pour faire penser. Là, je pense que c'est peut-être un petit peu de la branlette de cerveau. Là, il faut peut-être pas non plus aller chercher trop loin quelque chose qui n'existe pas. Et on n'écrit pas, on improvise. C'est ça justement notre credo. C'est ce que vous appelez être un podcasteur professionnel. Exactement. C'est comme le joueur le joueur de jeu de rôle professionnel. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance les dés, c'est tout. Il y a que ça. Voilà, vous allez chercher au fond de votre micro toute la portée de votre art. Tout justement dans notre chef-d'œuvre, la performance que j'ai réalisée en acteur de théâtre no quand nous avons fait Petite coupure à Shugoni. Petite coupure à Shugoni, effectivement, beaucoup de gens sont restés sans voix et complètement ébahis par la performance que vous avez mis en exergue ce jour-là. C'est d'ailleurs ce jour-là que vous avez complètement dépassé vos acolytes, qui ont eu du mal à s'en remettre. Est-ce que j'ai compris? Ça n'a pas créé des tensions dans le groupe? Un petit peu, mais je me suis beaucoup inspiré quand même d'Amélie Nothomb, qui avait fait une performance justement de théâtre no qui était waouh, en direct à la télé. Ça m'avait vraiment beaucoup inspiré. D'accord. Bon, je vous invite tous à aller écoutez cette fantastique performance de Thio qui nous fait du théâtre no sur Petite coupure à Shoguni. Merci encore de nous avoir éclairé sur votre parcours, sur votre art et sur votre grand talent. J'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir très bientôt à l'Actor Studio pour reparler de tout cela. Merci. Au revoir. Grâce à cette jolie passade, ce petit vent qui nous a permis de faire une magnifique chronique, nous allons parler de Petite coupure à Shoguni et ça va être très lèche-boule de dire que c'est de Florent Chavoué qu'on ne le connaissait pas il y a un an et que c'est trop bien. Je parlais vite là. Tu as parlé vite, mais c'est parce que c'est super rapide, il y a plein d'actions, c'est super, non c'est pas ça? Si, c'est super dynamique, il y a plein d'actions, il se passe plein de choses. Et donc alors moi d'abord ce qui m'a impressionné, c'est le bouquin. Ouais. En carton épais comme ça. Ça me fait peur, moi, au niveau de la solidité du bouquin. Mais... ouais, mais c'est joli. Oui, c'est joli. Il y a pas de bordure. Il y a pas de bordure, c'est tout lisse sur les bords. Voilà, il y a c'est au cordeau. Ouais, mais c'est beau. Voilà, c'est beau. C'est paru donc chez Harmonia Mundi. Philippe Piquet, Harmonia Mundi, c'est le distributeur. Harmonia Mundi, ceux qui font de la musique. Tu vas pas commencer, hein. Voilà. Je dis ça comme ça, mais c'est... Donc si votre libraire ne l'a pas, qu'il le commande chez Harmonia Mundi. Voilà. Et donc le pitch, vas-y. Oh, comme... Vas-y, fais-moi rêver. Moi, je peux te le faire, voilà. Le pitch, eh bien, nous avons un jeune homme qui Kenji a un petit restaurant. Et apparemment, ce gars-là, son restaurant marche pas très bien et il a fait un emprunt à des gens pas très recommandables pour fonctionner, et ces gens-là viennent. En tout cas, c'est ce que nous raconte l'unique témoin de l'événement, une jeune fille qui en parle au commissariat. Et on va se retrouver à suivre en parallèle, dans une sorte de mélange complexe, très tarantinien, hein. On est vraiment dans du Pulp Fiction au niveau de la construction. Les points de vue sur une même histoire de tous les personnages que l'on va croiser. Et ces personnages, ce va être la jeune fille, qui est une voleuse de manteaux. Aussi. Ouais. Kenji, donc le cuistot. Le cuistot. Qui est gentil, mais voilà. Les Yakuza, qui sont des Yakuza, mais pas vraiment. Les flics. Qui sont pas forcément très compétents. Un duo, on va dire, avec un flic qui est vraiment dans la police de proximité. C'est, voilà, lui, il est là, il va voir les gens, il consomme avec les gens, il fait ses courses en même temps qu'il bosse, il est vraiment très consciencieux, il est vraiment à l'écoute des autres. Mais pas vraiment de son taf. Voilà. Bref, on suit tous ces personnages et la bande dessinée est entrecoupée de prises de notes du commissariat, d'extraits de carnets, de coupures de journaux. Donc ça part dans tous les sens et c'est hyper
graphique. Mais alors, hyper graphique. Pour vous rappeler des choses, Florent Chavouet est un auteur que nous ne connaissions pas l'an dernier. Il a été choisi comme parrain du Festival des Calanques et des Bulles. Nous avons donc découvert ces BD pour l'occasion. Nous n'avions pas le choix, nous étions obligés de lire ça en se disant merde, autant c'est un auteur pourri, on va devoir lire ces 2 bouquins. En plus, les couvertures, elles sont pas si terribles que ça. Et on avait bien aimé. Au final. Surtout Manabe Shima, parce que Tokyo Sampo, voilà. Ouais, Tokyo Sampo était nous avait moins plu à tous les deux. Et on se posait une question générale, c'est sympa ce qu'il fait, mais s'il faisait de la vraie BD, on se demande quand même ce que ça pourrait donner. Non mais tu vois, de la vraie BD, pas ce mélange de carnet de voyage, petits bouts d'histoire. Oui, s'il est rentré vraiment dans une narration, c'était ça l'idée. Oui, c'est ce que je voulais dire. Parce que si tu faisais de la vraie BD, bon, je t'ai entendu, avant tu faisais de la merde. Voilà, allez, c'est dit, c'est fait. Oui, c'est pas ce que je voulais dire, effectivement. Donc s'il rentrait vraiment dans de la narration, qu'est-ce que ça pourrait donner? On savait pas. Et maintenant on sait. Et ça, c'est quand même plutôt très bien. C'est plutôt très très bien. Il y a une construction narrative déjà. La façon dont il construit son histoire, avec des tonnes de faux semblants. En fait, toutes les 10 pages, on se retrouve à se dire ah, en fait, c'était ça. Ah, en fait, c'était ça. Oui, parce qu'en fait, en lisant l'histoire par la vie de différents personnages qui se croisent, qui nous racontent pas toujours l'événement au moment où il s'est déroulé, ou qui nous racontent ce qu'ils en ont su par une autre personne. Et les flics qui tentent de faire des recoupements de toutes les infos qu'ils ont voilà, pour essayer de comprendre. Et les flics que tout le monde ment, en fait. C'est, voilà, qui sont pas très bons et qui nous font des recoupements des fois un peu à 2 balles. Eh bien, ça amène une histoire qui est très complexe, mais qui, au final, dans la lecture, reste quand même très accessible. Au niveau de la narration, c'est très dynamique. Le dessin, pour autant, je trouve, il est toujours. Le dessin n'est pas dynamique, mais l'histoire le reste. Voilà, les dessins. Et les dessins sont toujours. C'est toujours du crayon de couleur. Mais pas que. Mais le crayon de couleur, quand même. Ouais, mais merde, quoi. Comment est-ce qu'il fait pour faire des trucs comme ça au crayon de couleur? Parce que il y a du crayon de couleur, mais il y a aussi du crayon gris. Il y a des encres. Il y a, en fonction de la séquence, de ce qu'il va vouloir, il y a de la photo retouchée, je pense. Il y a des carnets, c'est des vrais carnets qu'il a dû écrire dessus, je sais pas quoi. En fonction de ce qu'il veut raconter, il joue beaucoup là-dessus. Il joue sur des très gros plans pour montrer certaines choses, le gars qui cuisine, pour donner des idées. Ces plans magnifiques que j'adore, à la fisheye, au fisheye posé sur le plafond, où on voit la pièce à 360 degrés qui sont magnifiques en termes de dessin. Il va alterner des scènes avec plans fixes, puis des plans qui arrêtent pas de changer pour de la poursuite, puis des pages avec une page avec que du texte. Ça arrête pas de changer. Un travail sur le texte aussi. Les bulles vont avoir un texte qui va être écrit d'une certaine façon. Le texte qui devient onomatopée, même quand c'en est pas vraiment, qui va vraiment habiller l'image. Et puis c'est des pages qui sont limite poétiques, de l'humour, de l'action, du suspense. Je l'ai bien vendu, ça va? Ouais, franchement, ouais, tu l'as bien vendu. Mais il y avait matière à vendre. Ouais. Donc c'est un beau petit pavé qui est un petit peu cher, je crois. Il est pas donné. Il est à 20 €, je crois, un truc dans le genre. Oh, c'est pas donné, mais en même temps, ça reste raisonnable. Oui, ça reste raisonnable et ça vaut largement. Parce que du coup, quand tu prends n'importe quelle bande dessinée, c'est 13-14 €. T'as 6 € de plus, mais t'auras quand même plus de temps de lecture aussi, quoi. Là, j'ai envie de remercier le Festival des Calanques et des Bulles, tu vois, parce que sinon, j'aurais jamais acheté ça, parce que enfin, moi aussi, on me l'aurait peut-être conseillé, je l'aurais peut-être acheté, mais là, j'ai même pas réfléchi quand je l'ai acheté. Des plans, oui, il y a aussi des plans dedans, il adore les plans. Il est fan de plans. Je vous invite à aller écouter l'émission qui est consacrée à Florent Chavouet, qu'on avait enregistré donc l'an dernier au Festival des Calanques et des Bulles. C'est un hors-série qui est super sympa parce qu'il est d'une gentillesse en plus, ce gars-là qui est mémorable. Il nous parlait un petit peu de ce projet-là d'ailleurs. Il nous expliquait un peu comment il le voyait. D'ailleurs, c'est très drôle de voir ce qu'il nous en disait et ce qu'il en est ressorti au final. Ouais, t'allais dire Non, j'allais dire juste la scène où tu as les Yakuza et Kenji dans la voiture, où tu te retrouves à une sorte de
de triangle où s'il y en a un qui fait un mouvement, Oui, il y le a triangle, c'est comment ils appellent ça, les duels mexicains là. voilà, il y en a un qui pète, ben ça va être l'apocalypse et Il y en a un qui pète. Il y en a un qui pète et puis surtout les têtes des personnages, c'est vraiment excellent. Ouais, il fait des trombines, des tronches à ces personnages. Voilà, donc il y a un travail remarquable. Pour moi, c'est voilà, petit bijou. Je crois qu'en plus, il est nominé sur un truc à Angoulême. J'espère qu'il va avoir quelque chose parce que voilà, ça c'est vraiment. Je crois que oui, au prix Polar. Très bien. Ouais, tu sais, le prix Polar SNCF, il est nominé. Il le mérite, je pense. C'est pour qui? J'allais dire les fans de Polar, mais ce serait trop facile. Ceux qui aiment déjà, enfin, si vous aimez un bouquin qui graphiquement va aller dans plein de sens différents, qui va pas être toujours dans la même technique, faites-vous plaisir parce que là vous avez vraiment de quoi vous régaler. Techniquement, c'est beau. Et puis narrativement, pour ceux qui aiment les récits éclatés, les récits à la Pulp Fiction, quoi, la façon dont c'est raconté, voilà, moi ça m'a fait penser à ce récit-là. Sauf que c'est plus cohérent qu'un Pulp Fiction, parce que Pulp Fiction c'est plein de petites histoires qui s'entrecoupent. Et là c'est une seule même histoire, sous plusieurs points de vue, et c'est magnifiquement construit. Donc petite coupure à Shioguni de Florent Chavoué chez Philippe Piquier, éditeur, qui a eu reçu un bon accueil, j'ai l'impression, et donc que vous trouverez, j'espère, sans trop de difficultés. Hors sujet. J'utilise depuis quelque temps un logiciel qui a changé ma vie. Ce logiciel s'appelle Plex. Plex, c'est un logiciel que vous allez installer sur votre ordinateur, qu'il soit sous Windows, sous macOS ou sous Linux, et qui va en gros transformer votre machine en serveur. Alors vous pouvez même l'installer sur un NAS, donc un NAS c'est un ordinateur qui va être dédié pour faire petit serveur à la maison, quoi. Et qui en gros va lister tous les fichiers multimédia des dossiers que vous allez lui désigner. Donc vous allez dire, tiens, là-dedans il y a des séries. Oh tiens, là-dedans il y a des films que vous vous serez procurés bien entendu tout à fait légalement en ripant vos propres DVD et vos propres Blu-ray. Et vous allez lui dire, et puis vous pouvez faire même un dossier, oh là c'est des photos personnelles, là c'est de la musique. Et vous allez pouvoir lui dire de gérer le stream de tous ces fichiers-là. Et à partir de là, à partir du moment où vous avez un appareil sous Android par exemple, ou sous iOS, vous allez pouvoir voir ce que vous avez mis sur ce serveur-là directement avec ces appareils-là. Mais mieux, vous allez aussi pouvoir les envoyer vers des appareils qui le gèrent. Alors, à l'heure actuelle, la liste d'appareils s'agrandit non-stop, mais par exemple, les télés Samsung le gèrent. Les télés LG gèrent Plex. Vous avez Sony, pas du tout. Vous avez une petite application dédiée qui vous... Sony, non, pas du tout. Vous avez une petite application dédiée qui vous permet de lancer Plex et de naviguer dans un truc plutôt joliment fait, plutôt bien fait, pour commencer à regarder vos films. Ils l'ont inclus sur la Xbox 360 et la Xbox One il y a peu. C'est arrivé sur le PlayStation Store, il me semble, il y a peu aussi, si vous avez une PlayStation. Ça marche sur les trucs bizarres comme le Roku, et aussi sur la Chromecast. Chromecast, qui est une petite clé en HDMI, donc c'est comme une clé USB que vous branchez en HDMI sur votre ordi, qui vous permet d'utiliser votre téléphone comme télécommande pour dire diffuse ça, regarde ça. Ou votre tablette, ou votre ordinateur. J'ai testé, ça marche très 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 bien. Un des intérêts, c'est que ça va pouvoir, il va gérer l'état de visibilité de vos films. C'est-à-dire que si vous avez commencé à regarder un film, il va vous dire si vous l'avez lu ou pas lu, et si vous êtes en train de le lire, et si vous arrêtez de regarder sur par exemple votre télé, et que vous voulez continuer à le regarder dans vos toilettes sur votre téléphone, il va reprendre là où vous en étiez. Et ça, c'est super pratique. Et en plus, vous pouvez avoir des tonnes de petits plugins magiques qui, par exemple, vont aller choper des sous-titres automatiquement. Si par exemple la VHS que vous avez ripé de votre cousin anglais du dernier épisode de Doctor Who, il a oublié de vous mettre les sous-titres, votre pote, et lui il va aller chercher automatiquement les sous-titres avec un petit plugin qui va bien. Mais il va aussi pouvoir remplir une base de données. Si par exemple vous utilisez un logiciel, enfin une application web qui s'appelle Tract permet de dire où vous en êtes de vos séries. J'ai vu tel épisode, j'ai vu tel autre, etc. Il va pouvoir aller dire quand vous avez fini de regarder un épisode sur Tract, automatiquement, celui-là tu l'as vu. Vous n'avez plus besoin de le faire à la main. Donc un gain de temps indéniable. Bref, Plex est vraiment un service plutôt bien foutu et qui est globalement, attention je dis bien globalement, gratuit. Le serveur est gratuit, on peut l'installer, ça coûte que dalle. Le client
pour les téléphones est payant, ça coûte 4 ou 5 euros, un truc comme ça, ce qui est pas cher. Le client sur les télés est gratuit, sur celle qui le gère. Ça doit être payant, je pense, sur le Play Store et compagnie, mais ça doit pas coûter grand-chose. Maintenant, il existe aussi des systèmes d'abonnement qui permettent d'avoir des options supplémentaires. Alors les options supplémentaires, ça va être par exemple de pouvoir synchroniser sur votre appareil mobile. Exemple, vous partez en vacances, vous pouvez lui demander d'enregistrer sur votre téléphone le film. Et lui, il va vous l'enregistrer sur le téléphone, mais en plus, il va vous l'encoder à un format qui va être adapté à votre téléphone. Ce qui fait que vous aurez la meilleure qualité. Vous avez d'autres options qui vous permettent d'avoir des bandes annonces avant les films. Vous allez pouvoir choisir d'où elles viennent. Ils ont mis en place un système très intéressant qui s'appelle Home, qui permet en gros de créer plusieurs comptes utilisateurs et de dire par exemple, ce compte-là, qui est le seul compte sans mot de passe, c'est le compte de mon enfant, et dessus, il n'y a que des dessins animés. Ce qui peut être plutôt pas mal. Et protéger tous les autres comptes par un code PIN, qu'il faut changer souvent, parce que 4 chiffres, franchement, un môme, c'est que dalle pour lui, à craquer. Il a du temps quand même. Ouais, mais attends, il regarde tes doigts bouger sur la tablette, il sait ce que t'as tapé. Hein. Les mômes, ils sont comme ça, ils sont trop forts. C'est des enfoirés. Méfie-toi des gosses. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de Plex, vous dire que moi c'est un produit, ouais, c'est ça. C'est un produit que j'aime énormément, que j'utilise au quotidien. J'ai pris un abonnement, donc j'ai même pris de l'abonnement à vie qui m'a coûté à l'époque, il est plus cher maintenant, il a dû me coûter dans les 60 euros. Mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est un logiciel que j'utilise au quotidien, qui me permet de gérer ma médiathèque. Il récupère automatiquement les jaquettes, les résumés des trucs que je fous sur le serveur. Du coup, là, moi, je vais juste te poser une question. C'est-à-dire que, par exemple, je regarde le film avec ma femme dans la salle à manger. Puis, enfin, dans le salon, parce que la salle à manger, enfin bon, là où il y a la télé, quoi, la télé familiale. Et puis, on va dire que madame est très fatiguée et veut aller se coucher, mais elle voudrait quand même bien essayer de jeter encore un œil entre deux soubresauts de paupières à la truc. Et si donc j'ai une Chromecast sur ma télé de la chambre, je peux regarder la suite de mon film juste en l'envoyant comme ça ? Oui. Ok. Et si donc, par exemple, je suis en train de lire, je regarde une série avec un nain méchant, enfin méchant gentil, et que je vais aux toilettes et que je veux rien manquer, je peux le regarder sur ma tablette pendant... Oui. Ouais. Ok. Voilà pour les usages pratiques. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu veux pas t'arrêter, c'est je veux pas m'arrêter, je veux m'arrêter, mais oulala, faut que j'aille aux toilettes. Donc du coup, tu peux l'avoir en fait en mode portable, c'est-à-dire que tu peux par exemple le lire, si tu l'as sur ta tablette, tu peux le lire dans ton train, et en arrivant à ton boulot, parce que tu as un boulot de merde et que tu fais rien de ta journée, tu peux très bien l'envoyer sur ton PC. Ouais, alors là, c'est comme je disais, c'est oui, parce que tu peux y aller n'importe quel PC. Alors ça, c'est les options de synchronisation, hein, pour quand t'as pas de réseau, etc. Ça, c'est les options payantes, pour que tu puisses avoir le truc sans réseau. Maintenant, tant que ton ordi où il y a ton serveur est allumé, tu peux avoir accès à ton serveur. Tu peux avoir accès à ton serveur de n'importe où. Pas mal. Donc tu es en vacances, voilà. Disons que ouais, en fait c'est dans l'utilisation de multiposte qui devient intéressante, parce que sinon dans un poste, si t'as un seul poste, ça ne sert à rien. L'utilisation, si t'as un seul poste, va être utile. Je parle pour des gens qui par exemple vont avoir, je sais pas, 200 films en vrac. Oui, ça va ranger. Ça va ranger, ça va te les classer, ça va leur donner un nom, ça va leur donner un résumé. Ça va te permettre de choisir un peu ce que tu vas regarder. C'est vrai, parce que à une époque de téléchargement intensive et avant que Adobe nous envoie des courriers, c'est vrai que des fois tu avais des films, tu avais le titre, tu faisais mais qu'est-ce que c'est Voilà, là t'as un résumé, t'as accès à une bande-annonce même, je crois, tu peux la récupérer, enfin c'est... Et tu as une musique pour les séries. Ouais, les séries, voilà. Donc franchement, c'est un service très bien foutu que je ne saurais que recommander et qui s'améliore non-stop. Les développeurs sont très actifs, ils proposent toujours plein de nouveautés. Maintenant, tu peux gérer des playlists, tu peux gérer plein de choses vraiment de plus en plus intéressantes avec le temps. Mais il faut avoir une télé qui puisse, qui soit reliée à ton Plex, quoi. Ou payer 30 € pour s'offrir une Chromecast. Voilà. C'est soit en fait, soit on a Plex qui va partout, soit il faut avoir une clé, une Chromecast. Voilà. Alors l'inconvénient, c'est pareil comme je disais, dans la version gratuite. Alors il y a, si vous avez la version payante que vous êtes abonné, l'application est gratos. Il n'y a pas de souci, vous connectez avec votre compte sur l'application payante et ça marche. Sinon, il faut acheter l'application et donc sur chaque, entre guillemets pas appareil, mais sur chaque compte, il faut avoir l'application. Si par exemple, toi, si tu veux avec ta tablette pouvoir contrôler ton Plex,
bah, il faut que ce soit ton compte, faut que tu aies Plex sur ton compte. Si ta copine veut le faire avec son téléphone à elle, ce sera son compte à elle sur son téléphone, donc il faut qu'elle achète aussi avec son compte. Ouais. Mais par contre, juste une question, il n'y a pas de conflit de version, si il y en a un qui est sous Mac, l'autre qui est sous Windows, le troisième qui est sous Android, tout le monde arrive à se parler? Il fait du stream, après je sais pas, moi j'ai un serveur sous Linux, ma télé c'est du Samsung, je sais pas sous quoi, sous Android j'arrive à regarder les trucs sans problème, j'ai fait des tests. Non mais c'est justement ça, c'était, je faisais l'acheteur lambda pour que justement tu fasses l'argument, tu vois. Normalement il y a aucun souci, il y a des clients pour tout à peu près, et de plus en plus. Et maintenant avec les Android TV, qui vont arriver de plus en plus, bah vu que le client Plex existe sous Android, tu vas pouvoir avoir Plex sur Android TV. D'ailleurs, ils sont en train de travailler une interface dédiée pour l'Android TV sous de Plex. Ils l'ont fait d'ailleurs, je crois déjà. Bah écoute, quand je changerai ma télé, que je passerai une télé 4K, peut-être que j'y penserai. Tu sais, tu te prends une Chromecast, hein. Ce serait peut-être moins cher que... qu'une télé 4K, ouais. Ouais, mais pour la prochaine Coupe du Monde en 2048. Ouais. Voilà, nous avons conclu cette émission. Ça m'a fait plaisir de te revoir à l'ancienne avec des cookies, du Citror. Du Citror, ouais. C'était assez joyeux. On a fait une émission un peu longue, hein, comparé à ce à quoi je me suis attendu. Justement, j'allais dire, en revenant avec un intervenant de moins, on fait plus long que quand on est 3. Ouais, voilà, c'est assez étonnant. Peut-être aussi parce qu'on a fait ça en après-midi, on avait perdu l'habitude, on a la patate, ouais, on n'est pas fatigué, voilà, qu'on passe pas notre temps à couper les chansons de Tizak, ça dynamise les choses, quoi. On va rien dire. On va pas dire de mal. Faut pas dire du mal des absents. Puis il est gentil, on l'aime bien, c'est un pote. Quoi qu'il en soit, on se retrouve donc dans 15 jours. On espère que ce petit changement pour le mois de janvier au niveau des programmations ne vous aura pas trop perturbé. Mais on vous avoue que le 1er janvier, on était vraiment pas au point. Pas en état non plus. Voilà. On revient sur un programme normal, donc 1er et 3e jeudi du mois sur Synops Live et le podcast aussi vite que possible quand j'ai le temps de le mettre en ligne. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site, sur Facebook, sur tous les supports de communication. iTunes, Twitter et autres. À nous coller des étoiles sur iTunes. À nous dire s'il y a des bugs sur le site, qui est encore pour moi considéré un peu comme en rodage. Merci à tous, et on se retrouve donc dans un peu plus de 15 jours. Ciao, ciao! Ciao, ciao!